Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, premier Grand Prix de 2024. J'ai fait l'effort pour commencer cette nouvelle saison 2024 de MotoGP avec bien sûr ce format qui va retracer le week-end constructeur par constructeur et c'est parti. Ça ne change pas énormément par rapport à 2023. Nous commençons une nouvelle fois cette série, cet épisode par Honda qui a eu énormément de difficultés car oui, en un mot, pour résumer la situation, je dirais même des marques japonaises en général, c'est le mot difficulté. Honda et Yamaha sont à des années-lumière, que ce soit sur un tour, en sprint ou en course principale des motos européennes et on a vu de grosses difficultés chez Honda, particulièrement Nakagami et Marini sont nulle part, ils ne sont pas du tout dans le rythme et galèrent à comprendre réellement le fonctionnement de cette moto. Si on se penche de l'autre côté sur les autres pilotes, Juan Mir, Johann Zarco, il y a beaucoup plus de positifs. Du côté de chez Johann Zarco, si vous regardez la course sprint, le résultat n'est pas exceptionnel, mais il a été gêné par d'énormes vibrations sur la fin de la course, notamment à cause des pneumatiques et du réglage de la moto. Juan Mir et Zarco nous ont offert une belle course principale en finissant dans les points et en ramenant de bonnes données pour Honda. Donc ce début de saison est très difficile, mais il faut le rappeler, Losail est une piste extrêmement exigeante. C'est un long circuit avec des parties ultra rapides qui demandent d'avoir une moto quasi parfaite pour pouvoir performer et rivaliser avec les autres motos. Direction Yamaha et ce n'est clairement pas mieux. La moto n'a tout simplement aucun point fort qu'elle pourrait faire valoir pour jouer le haut de tableau sur un quelconque aspect du week-end. En course sprint, c'est pas bon. En course principale, le rythme n'est pas là, pas de performance. En qualif, dans le time attack, la Yamaha n'est tout simplement pas du tout assez performante pour aller chercher de bons chronos. Donc, il n'y a quasiment rien de positif à retenir sur ce week-end et Fabio Quartararo ressort du Qatar très déçu. La seule petite chose où on peut mettre une touche de positif, c'est tout simplement cette bataille entre champions du monde pour la 11e place entre Juan Mir, Quartararo et Johann Zarco. Quartararo sort grand vainqueur de cette bataille, mais le top 10 est complètement fermé et très loin en termes de rythme. La Yamaha est assez légère en termes d'aérodynamique comparée à ses motos concurrentes. C'est une explication potentielle du manque de performance, mais il y a clairement beaucoup plus que juste l'aérodynamique car on est à des années-lumière, encore une fois j'ai envie de le dire, de la performance d'une Ducati ou d'une KTM. Nous n'avons pas vu plus que 3 minutes les Honda et les Yamaha à l'écran pendant la course principale. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, nous avons fini. Ça aura duré aussi 3 minutes, cette petite parenthèse sur les marques japonaises. Mais malheureusement, il n'y a quasiment rien à en tirer à part du négatif ou du potentiel progrès. Mais pour l'instant, nous n'avons rien vu de convaincant. Passons maintenant à la grosse déception du week-end après avoir été une super surprise. C'est à cause d'eux que j'ai totalement raté mes paris. Passage en Q2, P2 en qualif, premier podium en course sprint. Je parle bien sûr d'Aprilia et d'Aleix Espargaro et sa performance tout simplement exceptionnelle pendant la course du samedi. Je vous le rappelle, Aleix Espargaro a terminé 3e, premier podium en sprint pour Aprilia, son premier podium en sprint personnel aussi. Et on a eu le droit à un Aleix Espargaro qui a très bien géré ses pneumatiques. Il avait un capital pneumatique beaucoup plus supérieur à tous les autres pilotes en fin de sprint. Tout ça grâce à un bon pilotage et notamment grâce à un très bon réglage électronique sur la Aprilia. Mais pour la course du dimanche, beaucoup plus de soucis chez Aprilia. Problème sur la grille pour Fernandez qui retarde tout le monde. Vignales impossible de performer, qui n'avait pas du tout le rythme. Oliveira et son long lap. Et Aleix Espargaro n'a pas du tout pu suivre le rythme des leaders, notamment à cause d'un pneu arrière qui ne fonctionnait pas du tout. Ce n'était que la première course et je retiens énormément de points positifs, notamment
la vitesse de passage en courbe dans les virages rapides pour Aleix Espargaro et sa RSGP 24, mais aussi le fait qu'il soit capable de gérer aussi bien son capital pneumatique avec de très bons réglages. Donc ce sont des très très bons points pour la Aprilia et ils sont clairement dans le coup pour aller jouer une victoire cette saison. Donc on va devoir surveiller ça de très très près et je pense qu'il y a certains circuits comme Silverstone ou Barcelone ou encore d'autres circuits avec de longs virages rapides, ils vont pouvoir clairement nous étonner. Nous faisons un bond dans le classement en passant de la 8e position à la 2e place directement avec Monsieur Brad Binder ainsi que KTM. Mais avant toute chose, parlons des choses qui fâchent Augusto Fernandez. Augusto Fernandez, il fâche. Voilà, je le dis, je mets les points dessus. Il fâche, mais je n'ai quasiment rien à dire tellement il n'y avait pas de performance ce week-end pour l'Espagnol. Donc passons à un autre pilote KTM qui fâche aussi, c'est tout simplement Jack Miller. Jack Miller, je vous le rappelle, ce week-end, il s'est fait pulvériser par le rookie Pedro Acosta sur toutes les séances du week-end. Toutes. Il n'y en a pas une qui a été maîtrisée par Jack Miller, qui a battu Pedro Acosta, que ce soit dès l'arrivée au Qatar, que ce soit sous la pluie au Qatar, en sprint, en qualif, en course principale. Pedro Acosta a pulvérisé Jack Miller sur toutes les séances. Partout sauf au départ où Jack Miller notamment et aussi Brad Binder ont clairement quelque chose en plus que tous les autres pilotes sur la grille. Donc là c'est le point fort de KTM et de Jack Miller sur cette course au Qatar. Mais malheureusement ça s'arrête là. Deux choses concernant Jack Miller. La première, c'est que je suis embêté, ça m'embête très clairement qu'il n'arrive pas à s'adapter à cette KTM à 100%, que ce soit la RC16 fin 2023 ou cette nouvelle RC16 en 2024. Jack Miller n'est clairement pas à son maximum au niveau du potentiel. Et la deuxième chose concerne tout simplement le week-end. Je vous le rappelle, en qualif, pas terrible. La sprint, voilà, ça n'a pas été exceptionnel. Et une nouvelle fois, pendant la course, pas exceptionnel, certes, mais surtout une chute. Et Jack Miller ressort de ce week-end avec 0 points. Et ça me fait un peu bizarre parce que avant que Pedro Acosta vienne en MotoGP, je pensais qu'il allait passer directement chez KTM Red Bull, chez KTM officiel pour pouvoir évoluer avec la meilleure moto, la meilleure équipe, les dernières upgrades et évoluer dans l'environnement dans lequel il va très probablement évoluer dès l'année prochaine. Non pas que Tech 3 soit une mauvaise équipe, mais je pensais que sur le plan, on va dire, de l'avenir, ça me paraissait plus logique que Pedro Acosta commence là où il allait continuer pendant, je pense, 3-4 ans. Donc voilà, après, ça n'a pas été fait comme ça. Mais là, Jack Miller subit une comparaison avec un rookie hyper talentueux qui est dans l'écurie satellite et qui est en train de martyriser Jack Miller sur à peu près toutes les séances et dans toutes les conditions. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur élément pour mettre Miller en confiance et pour du coup toujours l'aider sur cette saison 2024 parce que là, tout le monde va se tourner vers Acosta et complètement oublier un pilote qui est censé jouer le haut de tableau avec une KTM qui a l'air ultra performante. 0 point pour Miller, 0 point pour Fernandez, mais parlons des points positifs chez KTM car selon moi, il y a plus de positifs que de négatifs. Tournons-nous vers le rookie de la décennie. Je parle bien évidemment de Pedro Acosta qui nous a fait un week-end magnifique, très difficile de faire un meilleur week-end, une meilleure entame de saison en tant que rookie. Je vous le rappelle, le samedi matin, directement qualifié pour la Q2, il se place P8 en qualification et pendant la course sprint, ça a été un petit peu compliqué, je vous l'accorde, bloqué derrière Alex Marquez, mais il fallait comprendre comment fonctionnait l'aéro pendant une course, il fallait comprendre comment fonctionnaient les dépassements MotoGP avec le dirty air, les décalages, la vitesse emmenée dans les virages par les motos. Donc pas mal de choses à apprendre et ça a été appris tellement vite car dès le lendemain, nous avons eu un spectacle, un festival de dépassement de la part de Pedro Acosta et le pilote de 11 jours de MotoGP est venu même doubler un pilote qui a 11 ans de MotoGP derrière lui. Acosta Marquez dans ce premier virage, quel freinage de Pedro Acosta. Enfin voilà, une course incroyable. La seule peur que j'avais pendant la course c'était qu'il attaque trop et que ses pneus se détruisent petit à petit. C'est exactement ce qui s'est passé. Plus aucun grip à l'arrière vers la mi-course, voilà, vers les 3/4 de fin de la course.
donc aucun grip. Mais Pedro Acosta a clairement pu travailler, comprendre comment se comporter la moto sur une course longue et il a maintenant des axes d'amélioration très clairs qui sont par exemple le départ, par exemple la gestion des pneus. Eh bien ça c'est très clair pour lui et ce sont des axes de travail qui semblent totalement réalisables dans un laps de temps assez court pour un pilote qui nous montre qu'il peut s'adapter à des situations qui semblent très difficiles pour un rookie en seulement quelques heures et tout simplement pouvoir maintenant dépasser et jouer les podiums. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans une ou deux courses, on ait un Pedro Acosta sur les circuits européens qui arrive à vraiment nous faire quelque chose d'exceptionnel. À la fin de la course sprint, Brad Binder s'est exprimé en disant que la moto était incroyable sur l'angle, les freinages étaient parfaits, l'entrée dans les virages était presque parfaite et nous l'avons vu directement dans cette course sprint avec un rythme ultra élevé. Vraiment, Martin a imposé quelque chose d'énorme en termes de rythme de course et dès le lendemain, les propos de Binder se sont vérifiés avec de multiples dépassements dans ce virage numéro 1 face à Martin et une course hyper bien maîtrisée de la part de Brad Binder. Je ne pensais pas qu'il allait réussir un tel exploit et franchement, sur la gestion des pneus, en suivant le rythme de Bagnaia car il est tout simplement à 1 seconde pendant toute la course, en se battant avec Jorge Martin et en étant derrière lui parfois, en gérant la pression des pneus, en gérant la température de ce pneu avant et bref, Brad Binder exceptionnel, 2 fois deuxième, c'est exactement ce qu'on attendait de lui. Et voilà, incroyable, Brad Binder. Donc là, la seule chose que j'attends et dont j'ai un petit peu peur, c'est que ça se déroule comme les autres années. Là, cette année, il va falloir vraiment nous montrer qu'il a évolué, que KTM a évolué aussi avec Brad Binder en réitérant ses résultats pendant plusieurs courses cette saison et ne pas faire une seule fois deuxième, une fois deuxième par-ci, une fois deuxième dans 5 courses, mais surtout, et surtout, parce que là, on passe à 2 fois près de la victoire, il va falloir gagner cette saison Brad Binder et KTM parce qu'on attend ça depuis un petit moment maintenant. Les grands vainqueurs de cette première course en 2024, certaines choses ont changé pour cette saison, mais certaines choses restent comme l'année dernière, certaines choses ne changent pas. La victoire de Ducati une nouvelle fois pendant la course sprint et pendant la course principale, on y revient tout de suite. Je vous donne une stat effrayante, tout simplement 6 Ducati dans le top 7. Voilà, compliqué de faire mieux. Seul Brad Binder, deuxième, a su résister aux Italiens. Nous avons, comme d'habitude, Martin qui vient nous prendre la sprint et comme d'habitude, Francesco Bagnaia qui vient prendre la victoire en course principale du Ducati tout craché et on continue cette saison 2024 avec de bonnes vieilles habitudes. Bastianini, Alex Marquez, Di Giannantonio, très bien, rien à dire, grosse chute pour Di Giannantonio en sprint, tout s'est bien passé, mais en tout cas c'était très positif ce week-end, c'est ce que j'attends de ces 3 pilotes-là qui pour moi vont jouer continuellement durant toute la saison ces places s'ils arrivent à être réguliers et en fonction des circuits, ça ne m'étonnerait pas de voir une fois Bastianini gagner, une fois Marquez sur le podium, une fois Di Giannantonio sur un podium. Donc cette première course a été parfaitement maîtrisée par ces 3 pilotes-là et on attend de la continuité, de la régularité et je pense qu'on n'a pas fini de les voir dans ce top 6. Concernant l'octuple champion du monde Marc Marquez, très bonne course, très bon week-end, double top 5 sans prendre aucun risque dans les 2 courses. Franchement, quand on regarde les courses de Marquez, pas de prise de risque, très peu d'erreurs, très peu de dépassements finalement pour Marc Marquez car il est vraiment resté très discret mais très rapide tout au long du week-end, donc que du positif pour Marc Marquez. Et si en plus nous prenons en compte que c'est son premier week-end chez Gresini, qu'il n'est pas totalement habitué à la moto et qu'il n'est pas hyper fan de cette piste du Qatar, eh bien ça fait plein de points positifs et plein d'espoir pour les prochaines courses. Marc Marquez va donc clairement jouer le titre cette saison, même si personne ne le dit, tout le monde le dit sauf Marc Marquez, mais même si Marquez ne le dit pas, il est clairement présent pour jouer le titre et il suffit de 1 ou 2 courses je pense pour voir les premiers podiums et les premières victoires de Marc Marquez, que ce soit en sprint ou en course principale. Martin nous fait une Martine et c'est exactement ce que j'attendais de lui dès le début de la saison et il va falloir continuer comme ça pour battre Francesco Bagnaia. Pole position avec un tour exceptionnel, un record du tour pulvérisé, incroyable sur ce tour. Enfin,
Jorge Martin, quand il arrive à maîtriser, j'ai envie de dire, parfaitement la moto, les tours chrono sont incroyables, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autres superlatifs pour exprimer mon admiration envers la vitesse de ce pilote sur un tour. C'est franchement bluffant, bluffant, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et par contre, voilà, on a toujours ce petit souci le dimanche. La course sprint, encore une fois, est parfaitement maîtrisée avec un rythme hyper soutenu pendant quelques tours et c'est vraiment sa spécialité. Et le dimanche, il va falloir continuer comme ça parce qu'une troisième place, ce n'est clairement pas mauvais. C'est un super début de saison pour Martin, mais il va falloir continuer comme ça, mais surtout être très, très régulier pour pouvoir espérer battre Bagnaia en fin de saison en sachant que le pilote italien domine complètement les débats le dimanche, car oui, encore une fois, comme en 2023, Bagnaia se fait très discret le vendredi, ne fait pas sa meilleure qualif, il n'est même pas sur le podium en course sprint, mais maîtrise absolument tout pendant la course principale avec 2 premiers tours d'attaque exceptionnels, des dépassements maîtrisés sur Binder, maîtrisés sur Martin. Il prend directement la tête, ce qui lui permet d'être dans le clean air, de n'avoir personne devant lui et de pouvoir maîtriser la course, le rythme de la course, donc les pneus et à peu près tout ce qu'il veut en fait, et sa moto, son pilotage comme il l'entend, comme il le souhaite pendant toute la course. Et Bagnaia n'a pas été une seule fois gêné, n'a pas été une seule fois attaqué. Il a donc pu faire sa course sur un rythme très rapide sans être gêné, sans avoir de problème sur sa moto. Il a été 14 secondes plus rapide que Di Giannantonio l'année dernière. Voilà, Bagnaia, il nous montre ce qu'il fait depuis 1 an et demi maintenant et c'est totalement maîtrisé et il prend la tête de ce championnat du monde. Donc voilà pour la MotoGP et les 5 constructeurs. Petit bonus avec la Moto 2 et à la Moto 3, c'est parti. Pour la Moto 2 et la Moto 3, nous avons eu un super week-end de lancement hyper intéressant. Je commence par la Moto 3, victoire de David Alonso avec un dernier tour tout simplement exceptionnel. Exceptionnel, voilà, j'arrête pas de dire le mot exceptionnel, je sais, mais il n'y a pas d'autres mots dans mon vocabulaire qui permettent d'exprimer ce que je ressens. Une nouvelle fois, comme à Silverstone, je crois l'année dernière, David Alonso vient s'imposer avec un dernier tour où il double quand même 7 pilotes en un seul tour, ce n'est pas rien. Daniel Olgado nous a fait une super course en menant pratiquement tout du long, mais malheureusement, il ne peut pas rivaliser face à David Alonso et ce dernier tour magique. Et à souligner tout de même le podium, premier podium de Taiyo Furusato en Moto 3. Donc un très bon week-end de Moto 3. Nous avons eu une double chute, plein de doubles chutes d'ailleurs, mais une double chute qui nous a marqué. La chute entre 2 favoris, Rueda et Ortola. Ortola a quand même réussi, après être tombé, à remonter jusqu'à la 9e position. Donc franchement, chapeau. En Moto 2, je vais vous le dire, je n'ai rien compris. Victoire d'Alonso Lopez devant Barry Baltus, extrêmement rapide. Alors là, voilà, bravo à Barry Baltus, bravo à Alonso Lopez. Nous avons Sergio Garcia qui vient prendre son premier podium en Moto 2 après une remontada de folie. Voilà, il sortait de nulle part, personne ne plaçait une pièce sur Sergio Garcia. Il prend son podium. Bosco Scuro explose Calex en mettant 3 motos dans le top 4. Donc 3 Bosco Scuro, 1 Calex dans le top 4. Voilà, incroyable, Bosco Scuro. Et après, nous avons eu une catastrophe au niveau des pneus médiums. Tous les pilotes qui avaient des pneus médiums à l'arrière ne pouvaient pas rouler, ne pouvaient pas performer. Seul Aaron Canet a réussi un petit peu à s'en sortir. Arbolino, Aldeguer, Guevara, ils ont tous fini tout au fond du classement et pas un point pour les 2 favoris pour le titre de Moto 2. Donc cette première course Moto 2 a été un chamboulement total, je pense, pour tout le monde. Les pneus Pirelli restent à comprendre pour à peu près toutes les équipes. Mais c'est vrai que là, on a été un petit peu choqués et ils vont devoir clairement se rattraper car c'est déjà 25 points de retard sur Alonso Lopez. À voir pour les prochaines courses. C'était Théo, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien donnez-moi votre avis sur ce Grand Prix du Qatar et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur la MotoGP ou autre chose, je ne sais pas encore.